quel est le meilleur système éducatif au monde? La réponse dans l'épisode 9 de notre podcast. Salut à tous, vous écoutez Radio Fanida. Dans cet épisode, nous abordons la question complexe de l'éducation. On se demande souvent, enfin la question revient, quel est le meilleur système éducatif au monde ? Aujourd'hui, on va se concentrer sur un cas assez particulier, je trouve, pour son approche unique, la Finlande. Ah, la Finlande. Oui. Oui. Mais l'objectif, c'est pas juste de dire « Ah, ils sont performants », ça on le sait plus ou moins, c'est plutôt de comprendre en détail pourquoi ce système fonctionne, aller voir les mécanismes au-delà des clichés habituels, quoi. D'accord. Alors, si on commence par les bases, le premier truc qui ressort, c'est l'équité. C'est ça. Exactement. C'est même plus qu'un principe. C'est vraiment ancré dans leur loi, le Basic Education Act. L'idée maîtresse, c'est de garantir à chaque élève, mais vraiment chaque élève, les mêmes chances, peu importe d'où il vient, géographiquement ou socialement. Et concrètement, ça veut dire quoi, cette équité ? D'abord, une gratuité quasi totale. Et quand je dis totale, c'est pas juste l'absence de frais de scolarité. Ça inclut, par exemple, un repas chaud complet, tous les jours, pour tous les élèves. Ah oui, c'est pas anodin ça. Non, pas du tout. C'est même vu comme un outil pédagogique pour apprendre la nutrition, les bonnes manières à table, et surtout s'assurer qu'aucun gamin n'a faim en classe. Ça paraît bête, mais c'est fondamental pour apprendre. J'imagine. Et ça va plus loin que les repas. Ah oui, carrément. Ça inclut aussi les fournitures scolaires, les manuels, même les transports si l'élève habite loin. En gros, l'école fournit tout. L'idée, c'est vraiment d'éliminer tous les obstacles financiers, même les petits coûts cachés, pour que tout le monde parte sur un pied d'égalité matérielle. C'est la base de l'équité, quoi. D'accord, donc une base matérielle égale pour tous. Et pour le soutien pédagogique, s'il y a des difficultés. Alors là aussi, c'est très structuré. Il y a un système de soutien en 3 niveaux, bien défini. Ça commence par un soutien général, assez léger, donné par l'enseignant de la classe lui-même. Si ça ne suffit pas, on passe à un soutien intensifié. Là, on élabore un plan individualisé pour l'élève. Souvent, un enseignant spécialisé intervient en petits groupes ou en individuel. Et ça se passe dans l'école. Oui, en général, ça se fait dans l'école, en collaboration étroite avec l'enseignant principal. L'idée, c'est vraiment d'intégrer ce soutien au parcours normal. Et enfin, s'il y a des difficultés vraiment sévères ou durables, il y a le soutien spécial. Là, ce sont des programmes plus spécifiques, mais toujours avec l'objectif de garder l'élève dans son école si possible. C'est vraiment progressif et intégré. Intervention précoce, c'est le mot d'ordre. Et le résultat de tout ça, on le voit. Oui, les chiffres le montrent. La différence de performance entre les écoles finlandaises est parmi les plus faibles des pays développés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école publique de ton quartier, où que tu sois en Finlande, elle offre globalement la même qualité d'enseignement qu'une autre école publique ailleurs dans le pays. L'idée, c'est pas tant de créer des super écoles pour quelques-uns, mais plutôt d'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises écoles. C'est tout à fait ça. Une haute qualité garantie pour tous, partout. C'est la base. Et sur cette base, on construit avec l'autre pilier essentiel, les enseignants. Ah oui, les enseignants. Là, ça devient vraiment intéressant. C'est ça. Il y a une confiance immense qui leur est accordée. Ils sont vus comme de vrais professionnels, des experts académiques. Et ça commence par la formation, j'imagine. Tout à fait. C'est très exigeant. Il faut un master en sciences de l'éducation pour enseigner. 5 ans d'études supérieures. Et c'est une formation très axée sur la recherche, la pédagogie. Comment enseigner, pas juste quoi enseigner. 5 ans, même pour le primaire ? Même pour le primaire, oui. Et la sélection pour entrer dans ces formations est réputée très difficile. Moins de 15% des candidats sont admis apparemment. C'est très sélectif. D'accord. Donc une formation longue et sélective. Et après, sur le terrain ? Eh bien, cette haute qualification justifie une grande autonomie. Il y a bien un programme cadre national qui donne les grands objectifs, mais ensuite, ce sont les municipalités et surtout les enseignants eux-mêmes, dans leur école, qui décident du curriculum local précis, des méthodes pédagogiques. Pas de manuel unique imposé, pas de méthode unique. Non, c'est ça qui est intéressant. Il y a un programme cadre national, bien sûr, mais il est assez léger. Il fixe les grands objectifs, les compétences à développer, mais ensuite, comment atteindre ces objectifs, quelle méthode utiliser, quel manuel choisir, tout ça, c'est largement laissé à l'appréciation des municipalités et surtout des enseignants eux-mêmes
dans leur école. Ils ont une autonomie pédagogique énorme. Donc une formation très poussée qui débouche sur une grande liberté. Exactement. C'est le reflet de la confiance dans leur expertise. Puisqu'ils sont très bien formés et sélectionnés, on leur fait confiance pour adapter leur enseignement aux besoins de leurs élèves. Pas de manuel unique imposé, par exemple. Et j'imagine que tout ça, la sélection, la formation, l'autonomie, ça doit jouer sur l'image du métier. Ah oui, complètement. C'est un métier considéré comme prestigieux, désirable, un peu comme médecin ou avocat dans certains classements de popularité. Du coup, ça attire des candidats brillants, motivés. C'est un cercle vertueux, exigence, confiance, respect, attractivité, qualité. Et ça renforce la confiance et l'autonomie. Bon, on a une structure équitable, des enseignants super qualifiés et respectés. Maintenant, rentrons dans la classe. Les sources parlent d'une pédagogie du « moins, c'est plus ». Qu'est-ce que ça veut dire? On est loin de la course au résultat, là, hein? Attends un peu, je bois mon thé. Il fait beau aujourd'hui, ça change. Ah oui, profite. Ils ont un peu rejeté cette culture de la pression constante, de la compétition à tout prix qu'on voit ailleurs. Par exemple? Par exemple, l'apprentissage formel, tu sais, lire, écrire, compter, ça ne commence vraiment qu'à 7 ans. 7 ans. C'est tard par rapport à nous, non? Ça peut paraître tard, oui. Mais c'est un choix basé sur la recherche, un développement de l'enfant. Avant cet âge, ils considèrent que les enfants apprennent mieux par le jeu, l'exploration, l'interaction. Ça permet de développer d'autres compétences cruciales, la créativité, la collaboration, les fonctions exécutives, avant d'attaquer le scolaire pur et dur. Intéressant. Et le rythme de la journée scolaire aussi est différent apparemment. Oui, les journées sont souvent plus courtes que dans beaucoup d'autres pays. Et surtout, il y a cette règle inscrite dans la loi, une pause de 15 minutes, souvent dehors, pour chaque 45 minutes de cours. Toutes les 45 minutes. Oui, c'est jugé essentiel pour la concentration, pour le bien-être. Une vraie coupure. Et le travail à la maison, les devoirs? Alors là, c'est assez radical. Très peu de devoirs. Surtout dans les petites classes, c'est quasi inexistant. Et même après, ça dépasse rarement 30 minutes par soir. L'idée, c'est que l'essentiel de l'apprentissage se fait à l'école, avec les profs. Le soir, c'est pour autre chose. Et l'évaluation dans tout ça, comment on mesure les progrès sans pression? L'évaluation est surtout formative. C'est-à-dire qu'elle sert à aider l'élève à voir où il en est, où il a besoin d'aide. Pas le classer ou le comparer aux autres en permanence. D'ailleurs, il n'y a pas de tests standardisés nationaux avant l'équivalent de la fin du lycée. L'évaluation repose beaucoup sur l'observation quotidienne de l'enseignant, le dialogue. D'accord. Donc, équité, prof valorisé, pédagogie du bien-être. C'est cohérent, mais c'est une chose de décrire les principes. C'en est une autre de voir comment ça se vit sur le terrain, oui. Et justement, tu as eu l'occasion de voir ça de près, non? Oui, en fait, j'ai eu la chance de visiter une école finlandaise il y a quelques années. Et pour illustrer un peu tout ça, je peux raconter ce que j'ai personnellement observé. Ah oui, volontiers. Qu'est-ce qui t'a marqué? La première chose, vraiment, c'était l'atmosphère. Un calme, une sérénité assez incroyable. Rien à voir avec l'agitation ou la pression qu'on peut sentir parfois dans certaines écoles. Les couloirs, par exemple, c'était pas juste des lieux de passage. Il y avait des coins lecture, des canapés, des travaux d'élèves partout, bien mis en valeur. On sentait que c'était un lieu de vie, pensé pour que les enfants s'y sentent bien. Et dans les classes, cette pédagogie dont on parlait? Je l'ai vu en action, oui. Je me souviens d'une classe, des enfants d'environ 10 ans, qui travaillaient sur un projet de construction en bois. En petits groupes. L'enseignant, il ne donnait pas d'ordre direct. Il circulait, posait des questions, guidait la réflexion. Comment vous pourriez faire ça? Est-ce que vous avez pensé à et s'ils avaient un problème, la consigne c'était d'abord essayer de trouver une solution entre vous, en équipe, discuter. C'est seulement après qu'on demande à l'adulte. Donc on apprend vraiment à collaborer et à chercher par soi-même. Exactement. C'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire développer ces fameuses compétences transversales. L'écoute, le respect mutuel, la résolution de problèmes en groupe. C'était très concret. Et les élèves eux-mêmes, comment tu les as trouvés? J'ai été vraiment impressionnée par leur autonomie et leur aisance. J'ai vu des jeunes de 12 ans gérer leur emploi du temps sur un projet long, se déplacer seuls dans l'école pour chercher du matériel. Et leur façon d'interagir avec les adultes, y compris moi, une inconnue, c'était très naturel, très respectueux, mais avec une confiance en eux assez remarquable. Et puis, le truc le plus important peut-être, ils avaient l'air heureux d'être là. Vraiment. L'école semblait être un lieu d'épanouissement, pas une contrainte. Ça donne envie. Oui,
Et il y a un autre petit détail, une anecdote qui m'a vraiment fait comprendre la solidité du truc. Un enseignant était absent ce jour-là, malade. Bon, ça arrive partout. Mais là, premièrement, il était absolument impensable de renvoyer les enfants chez eux. La question se posait même pas. Que feraient leurs parents qui travaillent? L'école assume la prise en charge, point. Et deuxièmement, un remplaçant qualifié était déjà là dès le début de la matinée. La classe a été prise en charge normalement, sans la moindre perturbation pour les enfants. C'était normal. L'école assume sa responsabilité de A à Z. C'est un contrat de confiance totale avec la société. La question de qu'est-ce que les parents vont faire ne se pose même pas. Si on met tout bout à bout, l'équité comme fondation solide, la confiance et la compétence des enseignants comme moteur, Oui. et une pédagogie centrée sur le développement global, le bien-être, plutôt que juste la performance à court terme. C'est ça. C'est un système qui repose sur des choix clairs, qui sont maintenus sur le long terme, et ça semble fonctionner, pas seulement pour les résultats scolaires type PISA, mais aussi pour le climat dans les écoles et la façon dont l'école est perçue par les élèves et la société en général. Une cohérence assez remarquable. Mais ça soulève aussi la question de la transposabilité, j'imagine. Est-ce que ce qui marche là-bas marcherait forcément ailleurs ? C'est toute la question, bien sûr. Qu'est-ce qui tient à la culture finlandaise, à leur contexte spécifique, et qu'est-ce qui relève de principes plus universels? C'est difficile à dire. Une question qui dépasse sans doute notre analyse d'aujourd'hui. Probablement. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre épisode. Nous attendons vos commentaires. Restez à l'écoute pour le prochain épisode sur Radio Fanida.